1958. Le grand bond en avant lancé par Mao Tse-tung bat son plein. Des millions de Chinois quittent leur métier pour produire de l'acier dans des hauts fourneaux improvisés. Mao se donne quelques années pour faire de la Chine une nation industrielle. On ne veut pas seulement rattraper l'Angleterre et les autres pays industrialisés. On veut les dépasser dans un délai très bref. Il régnait à l'époque un formidable engouement qu'il convient d'apprécier à sa juste valeur. Mais bientôt, la politique de Mao révèle sa face sombre. C'est une machine bureaucratique qui est devenue incontrôlable. Les fonctionnaires du parti ont réquisitionné les paysans pour remplir les quotas irréalistes de production d'acier. Résultat, les champs restent en friche et la production agricole s'effondre. Fin 1958, Mao reçoit les premiers rapports indiquant que plusieurs dizaines de milliers de personnes au Yunnan, par exemple, meurent de faim. Malgré ces nouvelles alarmantes, Mao ignore tous les avertissements et aggrave la crise en augmentant les objectifs de production. Donc on est là dans le Mao complètement visionnaire, sans rapport avec la réalité, avec les limites du concret, du réel, avec les limites des humains. C'était un fou, un dément, et il n'y avait rien ni personne pour l'arrêter. La vérité, c'est que cette catastrophe était d'origine purement humaine. Les années qui suivent voient se produire une tragédie aux proportions inimaginables. La production alimentaire s'écroule, chutant de moitié dans certaines régions. Tandis que les villes sont approvisionnées à minima grâce à un système de rationnement, les campagnes sont en proie à la famine. Les gens mangeaient tout ce qui leur tombait sous la main. Des crapauds, des grenouilles, des insectes. Ils mangeaient des ceintures et des vestes en cuir qu'ils coupaient en morceaux et faisaient cuire pendant des jours. Et en plus, ils ne pouvaient pas se déplacer comme ils voulaient. Des barrages à la sortie des villages empêchaient les paysans d'aller se réfugier en ville. Ils étaient coincés à la campagne et condamnés à mourir de faim. Dans l'Anhui, sa province natale, il disait que si quelqu'un mourait sur le bord de la route, personne n'allait l'enterrer, parce qu'il n'y avait plus personne pour enterrer les morts. Le grand bond en avant, finalement, se solde par la famine la plus terrible que la Chine ait connue. Une famine qui fait au total plus de 30 millions de morts. Les 3 années amères, comme on les a appelées en Chine, désignent même la pire famine qu'ait connue l'humanité. Le Parti communiste a officiellement imputé les millions de morts aux catastrophes naturelles. Mao a tenté de dissimuler la vérité. Mais les Soviétiques ont appris par le canal de leur ambassade la terrible situation économique de la Chine. Le problème, c'est que l'échec du grand bond en avant et le début de la grande famine ont coïncidé avec la rupture sino-soviétique.
Ce qu'on a appelé la rupture sino-soviétique marque la dégradation des relations entre les deux pays à partir de la fin des années 50. Tandis que Mao fustige la politique de coexistence pacifique prônée par Khrouchtchev, le dirigeant soviétique veut décider selon quelle orientation le socialisme doit se développer. Les Chinois meurent de faim. Mais Khrouchtchev ne dévie pas de la ligne du Kremlin et enfonce le clou. Il rappelle tous les conseillers soviétiques, ce qui met un terme à de nombreux projets industriels en Chine. L'isolement politique qui en résulte et les millions de morts écornent l'image de Mao, de plus en plus contestée au sein du Parti communiste chinois. Des dirigeants plus modérés, plus réalistes, qui essayent de freiner Mao dans sa fureur, en quelque sorte révolutionnaire. Dès juillet 1959, le ministre de la Défense Peng Deruoi avait pointé les effets dévastateurs du grand bond en avant. Mao s'est violemment insurgé contre ces critiques et a lancé une seconde campagne antidroitiste qui ciblait quiconque mettait en doute les réalisations du grand bond en avant. Niant l'évidence, Mao s'acharne à attribuer la famine au désastre naturel. 2 années s'écoulent jusqu'à ce que les critiques pleuvent de nouveau. En 1961, Liu Shaoqi, président de la République populaire de Chine depuis 1959, se rend dans son village natal et constate les effets dévastateurs de la campagne de Mao. Lors d'un congrès du parti, il a le courage d'affirmer que la famine est d'origine naturelle à 30% seulement et d'origine humaine à 70%. Ce désaveu prudent mais explicite de la politique de Mao trouve une résonance chez de nombreux membres du parti. À ce moment-là, Mao comprend que la majorité des cadres du parti ne partagent pas sa vision. Mao reconnaît sa part de responsabilité. Il se met en retrait et laisse les rênes à Liu Shaoqi. Est-ce la fin d'une ère ou bien un coup stratégique pour faire endosser ses erreurs à d'autres? La dernière hypothèse semble plus plausible, car Mao garde la main sur la politique extérieure et conserve les postes clés de président du parti et de président de la commission militaire centrale. C'est le début d'une phase dans laquelle d'autres dirigeants du parti, comme Deng Xiaoping et Liu Shaoqi, vont jouer un rôle important et réintroduire en partie l'économie de marché. Les deux hommes engagent des réformes prudentes pour redresser l'économie du pays. Ils ont démantelé les fermes collectives et rendu les terres aux familles pour qu'elles puissent les cultiver et manger à leur faim. Mao a beau rester dans l'ombre, il est parfaitement informé. Mao savait très bien qui disait quoi et à qui. Il a trouvé des moyens d'écouter les conversations, même quand il n'était pas présent. Il a des espions au sein du parti, et leur rapport l'inquiète. Mao se disait « Bon sang, vous restituez les terres aux paysans ? Qu'est-ce que ça va être quand je serai mort ?» Ce qu'il redoute le plus, c'est qu'après sa mort, les accomplissements de la révolution soient niés. Dans la Chine actuelle, ces craintes sont devenues réalité, du moins sur le plan économique. Si les terres appartiennent encore à l'État ou à des collectifs, des particuliers ou des entreprises peuvent acquérir des droits d'exploitation pour une durée limitée. C'est l'alliance de l'économie de marché et de la régulation socialiste. Depuis quelques décennies,
Un pacte tacite a été conclu entre la population et les dirigeants. Ces derniers garantissent la prospérité et en échange, les gens renoncent à critiquer ou à remettre en cause l'autorité du Parti communiste. La croissance économique de la Chine est sans précédent dans l'histoire. Depuis les années 70, à raison d'un taux d'environ 9% par an, elle a été multipliée par 30. Cette croissance fulgurante a eu comme conséquence de creuser encore plus le fossé entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, 1% des Chinois les plus riches détiennent plus de 31% des richesses du pays. Ces inégalités se sont aggravées ces dernières années en raison d'une croissance ralentie. Une grande partie de la population s'est paupérisée. Certains regrettent l'époque de Mao. Tout le monde était pauvre, mais au moins on était sur un pied d'égalité. Ils éprouvent de la nostalgie et, à certains égards, de la gratitude envers Mao. Cette image positive vient aussi du fait que, sous la présidence de Mao, la Chine est devenue un acteur important de la politique internationale. Dans les années 60, il a donné une nouvelle orientation à la politique extérieure de la Chine pour en faire un pays fort et indépendant. Il s'est posé en rival du peuple frère de l'Union soviétique. Le sous-entendu est, non seulement maintenant on fait tout en autarcie, c'était un objectif, mais on le fait mieux et on enregistre plus de succès. Bien que désormais privée de l'expertise des ingénieurs et des scientifiques soviétiques, la Chine réussit, en octobre 1964, un exploit jugé impossible. Se doter d'une bombe atomique. C'est un succès important, surtout compte tenu que l'URSS a retiré une grande partie de son soutien. Il est célébré aux quatre coins du pays et martelé par la propagande. La République populaire de Chine devient ainsi la première puissance nucléaire d'Asie. Ce n'est pas du goût de Léonid Brejnev, le nouveau dirigeant de l'URSS. L'essai nucléaire chinois sape son ambition de domination du monde communiste et aiguise les tensions entre les deux pays. Les fous qui voudraient déclarer la guerre pourraient lancer une bombe atomique. S'ils le font, nous en lancerons une, nous aussi. Si la moitié de l'humanité meurt, il en restera encore une moitié. Puis ils seront à nouveau 2,7 milliards. On a peur de la guerre, mais si la guerre est là, que faire d'autre ? Le discours audacieux de Mao suscite l'admiration dans le monde entier, en particulier dans les pays en voie de développement. Le leader chinois cherche de nouveaux alliés pour consolider sa position au sein du bloc communiste. Son objectif à long terme est d'obtenir la reconnaissance de la Chine et d'occuper le siège dévolu à Taïwan à l'ONU. À partir des années 1960, Zhou Enlai est mandaté par Mao pour effectuer de nombreux voyages dans des pays d'Afrique et d'Asie afin de les convaincre que la Chine, et non l'Union soviétique, représente la bonne voie du socialisme. Cela se traduit par le financement de nombreuses infrastructures ou d'équipements sportifs. La voie empruntée par Mao trouve aujourd'hui son prolongement dans le projet des Nouvelles Routes de la Soie, initié par Xi Jinping. Un programme d'investissement dans les routes commerciales et les infrastructures de plus de 100 pays. La Chine confirme ainsi sa position de grande puissance géopolitique et économique.
Dans les années 60, si la politique extérieure de la Chine est un succès, Mao est de plus en plus insatisfait de la politique intérieure. Il dénonce en particulier la restitution des terres aux paysans décidée par Liu Shaoqi et Deng Xiaoping. Il voit que la révolution est en train d'être dévoyée par ses dirigeants plus modérés. Mao planifie une nouvelle campagne qu'il appelle la révolution culturelle. Dans une lettre à sa femme, il dévoile sa stratégie. La révolution, ce sont de grandes manœuvres nationales. La gauche et la droite ainsi que le centre, qui tourne comme une girouette, devront tous en tirer leurs propres leçons. Conclusion, l'avenir est radieux, mais le chemin est sinueux. Et donc, pour Mao, il faut relancer la révolution pour empêcher cette ossification du parti, pour empêcher le retour insidieux du capitalisme. Lorsqu'il lance la révolution, je pense, il cherche à la fois à établir sa vision et à s'assurer qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible après sa mort. Il amorce un mouvement unique dans l'histoire mondiale du communisme qui va ébranler les fondements du parti et de l'État durant les 2 ou 3 années suivantes. Pour sa révolution culturelle, Mao mobilise la jeunesse. Selon lui, son héritage ne pourra résister au passage du temps que si la jeune génération est immunisée contre le révisionnisme, autrement dit le capitalisme. Mais comment convaincre les jeunes Chinois qu'à 72 ans révolus, il incarne l'avenir de la Chine ? Le 16 juillet 1966, il fait un retour aussi triomphal qu'inattendu sur le devant de la scène. Il choisit pour cela un décor hautement symbolique, le Yangtze, le principal fleuve du pays. Lors d'une compétition de natation, il démontre qu'il n'a non seulement rien perdu de sa vitalité, mais qu'il est capable de dompter les forces de la nature. Les images font rapidement le tour du pays. La jeunesse est particulièrement impressionnée et inspirée par cette mise en scène. Il faut savoir que la plupart de ces jeunes gens avaient été éduqués dans un système scolaire où Mao était présenté comme une figure quasi divine. La révolution prend de l'ampleur. Les gardes rouges, qui regroupent écoliers et étudiants, se transforment en un mouvement de masse. Quelques semaines après la traversée du Yangtze, Mao les invite à une manifestation à Pékin. Les gardes rouges se sont rassemblés sur la place Tiananmen. Et les gens ont attendu toute la nuit. À 5 heures du matin, le soleil s'est levé et le président Mao a fait son apparition sur la porte de la paix céleste. La foule a applaudi, pleuré, certains se sont évanouis. Dieu leur était apparu. Mao est resté là sans dire un mot. Il a salué la foule. Il a été acclamé comme une pop star. Mao domine les masses de sa seule présence. Il laisse les discours à Lin Piao, le ministre de la Défense. C'est lui qui va organiser le culte de Mao et en quelque sorte faire en sorte que la révolution culturelle soit possible. Lin Piao appelle à l'éradication des 4 vieilleries. Vieilles coutumes, vieilles idées, vieilles cultures, vieilles habitudes. Galvanisés par cette vision radicale, les jeunes gardes rouges prêtent serment de fidélité à Mao. Le monde vous appartient. Vous, les jeunes, êtes pleins de vitalité. Vous êtes dans la fleur de l'âge, tout comme le soleil à 8 ou 9 heures du matin.
Notre espoir repose sur vous. La rébellion est justifiée. Une étincelle incendie la prairie. Au début de la révolution culturelle, les gardes rouges et d'autres aussi entrent dans les temples et saccagent des images religieuses. Les trésors culturels ont été détruits. Ceux qui vivaient comme des bourgeois ou qui s'habillaient à la mode étaient pris pour cible. Si j'avais porté des barésilles à l'époque, on les aurait aussitôt déchirés. Si j'avais eu une permanente, on m'aurait coupé les cheveux. À l'inverse de Mao, Xi Jinping se positionne aujourd'hui comme le gardien de la culture traditionnelle chinoise. Xi Jinping se différencie également de Mao dans le fait qu'il va retrouver une légitimité non seulement dans l'idéologie socialiste, mais en retournant à la culture traditionnelle chinoise que Mao avait condamnée. Le modèle actuel associe des éléments du marxisme-léninisme avec des éléments du confucianisme. Xi Jinping met en avant l'héritage du confucianisme et ses valeurs de loyauté, d'harmonie et de piété. Il défend la médecine traditionnelle et la littérature classique. Il fait restaurer des sites historiques. Cette renaissance sélective renforce l'identité nationale et légitime son pouvoir. Xi Jinping, lui, non seulement revient à cette culture traditionnelle, mais invite les intellectuels à la réinventer pour permettre à la Chine d'être à nouveau fière de son passé. Mais cette politique a ses limites. Si certains épisodes de l'histoire ne cadrent pas avec la ligne du parti, ils sont censurés, comme dans le cas de la révolution culturelle. Quand la révolution culturelle a commencé, j'avais 13 ans. J'étais en première année au lycée pour filles, affilié à l'université normale de Pékin. Je me souviens que quelqu'un avait dénoncé notre proviseure, disant qu'elle allait participer à un coup d'État. Il y avait partout des dazibao qui injuriaient les dirigeants de l'école avec cruauté, les traitant de ceci, cela, des insultes horribles, ordurières. Puis, le 5 août, c'est un jour que je n'oublierai jamais. Vers 1h de l'après-midi, ils ont dit qu'on allait tenir une réunion de lutte. Ils ont traîné les 5 dirigeants sur le terrain de sport. Ils leur ont posé de grands bonnets d'âne sur la tête. Ils leur ont accroché de grandes pancartes au cou, disant qu'ils étaient anti-parti et antisocialistes. Puis ils ont commencé à les frapper. C'était la première fois que je voyais ce genre de scène. Je suis restée là pendant 10, 20 minutes. On n'avait pas d'horloge à l'époque. Puis je suis partie. Je suis retournée dans ma chambre, dans mon dortoir. C'est là qu'ils ont annoncé par haut-parleur que notre proviseure était morte. Bien Dong-yun, directrice d'une école de filles, est tuée par ses élèves à coups de matraque hérissée de clous. C'est le début d'une orgie de violence sans précédent. Dans tout le pays, des enseignants et des cadres supérieurs sont assassinés. J'ai soudain pensé à écrire dans un cahier que j'avais. Je me suis dit que je ne pouvais rien y changer, mais que je pouvais au moins le noter. Et j'ai commencé à écrire.
Mais j'étais angoissée. J'avais peur que les autres trouvent mon cahier. Un jour, j'ai lu le journal d'Anne Frank. J'étais très contente. Alors j'ai appelé mon journal Kitty, comme elle. En 2000, j'ai fait un site web, un mémorial aux victimes sur Internet. Le gouvernement de Pékin a interdit ce site. Il est interdit d'écrire sur la révolution culturelle. Aujourd'hui encore, les meurtres et les persécutions perpétrées durant la révolution culturelle sont passés sous silence. En débattre publiquement risquerait de compromettre l'autorité et la légitimité du Parti communiste. Xi Jinping veut aussi s'éviter d'entrer en conflit avec ceux qui ont vécu cette période, qu'ils aient été du côté des bourreaux ou des victimes, et leurs descendants. Presque toutes les familles chinoises ont subi des persécutions politiques sous une forme ou sous une autre. Cette onde de choc a perduré jusque dans les années 2000, car la révolution culturelle n'a épargné pour ainsi dire personne. La révolution culturelle est un mouvement de masse. Les actions de propagande sont un instrument central pour mobiliser et guider les jeunes. À l'époque, Marianne Bastide-Bruguière enseignait le français en Chine. À l'été 66, au grand rallye de la place Tiananmen, il y avait quelques gardes rouges qui avaient eu le droit de serrer la main de Mao. Eh bien, ensuite, ils ne se sont plus lavé les mains pour garder dans nos pèlerinages et nos dévotions en Europe à la Vierge Marie ou autre, c'est du même ordre. C'était vraiment très profond. Ces événements de masse quasi religieux envoient un message. Si je participe, je sers la bonne cause. J'aide notre Dieu. Je fais ce qui est juste. Ces mécanismes psychiques sont à l'œuvre dans beaucoup de dictatures. En présence d'un leader très charismatique, les masses populaires ont tendance à s'identifier à la figure dirigeante. Sous les acclamations déchaînées des jeunes, une adolescente met le brassard des gardes rouges à Mao. Le message est clair. Mao est l'un des leurs. La révolution continue. Les écoliers et les étudiants sont bientôt rejoints par des ouvriers, des militaires et des fonctionnaires du parti. Le mouvement qui a envahi le pays commence à prendre pour cible des membres du parti qui ont, selon la pensée de Mao, embrassé la voie capitaliste. Et c'est ce qui donne sa singularité à la révolution culturelle. D'un côté, la violence contre tout ce qui représente le savoir bourgeois ou la vieille culture chinoise. De l'autre, une purge brutale au sein du parti dont seront victimes le président Liu Shaoqi en personne, mais aussi d'autres cadres de haut rang. Liu Shaoqi est assigné à résidence. Deng Xiaoping tombe en disgrâce. La ligne dure de Mao trouve un écho dans le présent. Xi Jinping remet au goût du jour le nettoyage politique et n'hésite pas à humilier et destituer devant les caméras des cadres du parti. La délation est un autre instrument de la révolution culturelle, encouragé à grande échelle par le Parti communiste.
Les enfants pouvaient dire « Je dénonce des membres de ma famille car ce sont des ennemis de l'État ». Et ils pouvaient dire « Je vais rompre avec eux, changer mon nom de famille, dénoncer mes parents et rejoindre les gardes rouges ». Le but était de briser psychologiquement les individus et d'anéantir leur personnalité pour qu'ils soient prêts à croire n'importe quoi et faire tout ce que les autorités leur demandaient. La tactique s'avère payante. Mao se réjouit. Le monde est en plein chaos. La situation est propice. Seule une minorité de personnes étaient de vrais croyants. Mais les rituels publics obligeaient les autres à rentrer dans le moule. Il n'y avait aucune échappatoire. Affiches, bannières, Mao est omniprésent. Chaque jour, des millions de Chinois doivent s'incliner devant le portrait du grand timonier. Pour témoigner de leur allégeance inconditionnelle, ils possèdent tous un exemplaire du Petit Livre Rouge, un recueil de citations de Mao. Le Petit Livre Rouge a d'abord été utilisé par Lin Piao comme outil de formation des recrues dans l'armée. Mais au cours de l'année 1966, c'est devenu un phénomène de société. Il voulait que chacun de nous porte toujours ce livre sur lui. Avant chaque réunion et avant chaque repas, ils criaient tous « 10 000 ans au président Mao ». Puis on lisait un extrait des citations du président Mao. Ce n'est qu'après que l'on pouvait commencer à manger. Aujourd'hui encore, je me souviens de nombreuses citations. Par exemple, la révolution est une résurrection, un acte de violence par lequel une classe renverse une autre. Je me souviens qu'il disait « La révolution n'est pas un dîner de gala. Le but de la révolution est d'écraser l'ennemi. » Les écrits de Mao fascinent la génération de mai 68 dans le monde entier parce qu'ils exhortent à se rebeller contre les représentants de l'autorité et en recourant à la violence s'il le faut. Tandis qu'en Chine, la révolution culturelle se déchaîne, Mao devient l'icône du mouvement étudiant naissant en Occident. Ça n'avait aucun rapport avec ce qui se passait en Chine, si ce n'est qu'il s'agissait aussi d'un conflit de génération. La jeunesse mettait à bas les anciens dirigeants. Mao est devenu une légende vivante parce qu'il était une figure historique sur laquelle on pouvait projeter tous les possibles. Devenir maoïste, c'est alors faire acte de rébellion contre l'État, contre le système, contre l'impérialisme. Les attributs des gardes rouges sont utilisés comme moyen de provocation. Le Petit Livre Rouge est devenu une sorte de gadget dans les mouvements étudiants occidentaux. On l'agitait comme une gousse d'ail pour repousser les esprits malveillants du monde bourgeois. C'était le comble du chic révolutionnaire. Et aussi une sorte de fête costumée. Comment réagissent les 68ards à la lecture des journaux qui relatent les persécutions et les atrocités commises en Chine? On n'avait que des bribes d'informations. Et on était convaincu que la presse s'amusait à pervertir les faits. Mais ça nous dérangeait un peu malgré tout. Pendant que les étudiants occidentaux glorifient Mao, en Chine, celui-ci continue de donner libre cours à la violence et au chaos. Ça a commencé avec les étudiants, et la situation s'est embrasée d'une manière que Mao n'avait pas anticipée.
Les cadres, essentiellement, se rebellaient contre leurs supérieurs et les renversaient. Le résultat a été 2 années supplémentaires de chaos et de violence. Partout, il y a eu des prises de pouvoir. Des disputes pour savoir qui représentait la ligne la plus révolutionnaire. Et à l'été 1967, la Chine a pratiquement sombré dans l'anarchie. Le pays est au bord d'une nouvelle guerre civile. Des factions rivales tuent des opposants présumés avec le renfort de milices et de l'armée. Je me souviens d'avoir vu des gens dans des camions militaires, le teint livide. Ils gardaient la tête basse. On nous disait que c'étaient des ennemis de l'État et qu'ils allaient être fusillés. À Chengdu, il y avait une place d'exécution publique. Après les exécutions, le sol était jonché de douilles. Avec les autres enfants, on allait les ramasser pour les revendre aux autorités locales. Ça nous faisait de l'argent pour pouvoir nous acheter à manger. Le nombre de victimes de la révolution culturelle est un sujet de controverse. 1,5 million de morts selon certaines estimations. Les cas de persécution politique sont bien plus nombreux. On parle vraiment de dizaines de millions de personnes. Mao s'est forcément rendu compte que la révolution culturelle avait pris une tournure non souhaitée et qu'il ne contrôlait plus rien. Mais il était obligé de faire bonne figure et d'affirmer que tout se déroulait comme prévu. Pour remettre de l'ordre, Mao a dû faire appel à l'armée qui est alors intervenue avec discipline et parfois avec brutalité. Ce qui avait débuté comme un mouvement révolutionnaire de la jeunesse se mue en dictature militaire. Les 17 millions de gardes rouges et autres rebelles représentent désormais une menace potentielle. Certains ont suivi Mao aveuglément, faisant usage de la violence et tuant en son nom. On a donné d'office leur diplôme à tous les lycéens des villes et on les a envoyés à la campagne pour qu'ils y travaillent de leurs mains. Ils n'étaient pas sûrs du tout de pouvoir rentrer un jour. Parmi les millions de jeunes gens qu'on déracine ainsi, figurent les enfants des cadres du parti tombés en disgrâce, notamment un certain Xi Jinping, fils de Xi Jung-sun. Xi Jinping a connu la misère sous Mao. Comme de nombreux jeunes gens à l'époque, on l'a envoyé à la campagne. Dans la mythologie communiste, il est décrit comme un jeune homme compétent qui a fait avancer les choses et améliorer la vie des villageois et qui a très tôt été pressenti pour une carrière de cadre du parti et promis à de hautes responsabilités. Il fait la démonstration de sa maîtrise des instruments de pouvoir maoïste en 2022. Alors que les jeunes manifestent pour protester contre la hausse du taux de chômage suite à la politique du zéro Covid, il les menace ouvertement de réintroduire l'envoi forcé à la campagne, très formateur selon sa propre expérience. Je dirais que le chemin qu'il a finalement choisi est celui d'un homme qui, parce qu'il a été la victime impuissante du pouvoir, s'est promis d'être un jour au sommet. En 2018, à l'Assemblée nationale populaire,
Xi Jinping fait abroger la disposition qui limite la durée du mandat présidentiel. Comme Mao Tse-tung, il peut désormais gouverner indéfiniment. Il voulait imiter le président Mao, l'égaler. Il voulait devenir une figure aussi imposante que lui. En 1969, Mao est en mauvaise posture. La révolution culturelle a déchiré le pays et traumatisé durablement la société. Parallèlement, une crise se profile et menace de s'envenimer. Fin des années 1960, début des années 1970, un grand changement géopolitique se produit dû à la dégradation des relations entre la Chine populaire et l'URSS. Les relations déjà tendues entre les deux pays débouchent sur une crise. Les 4000 km de frontières qui les séparent font l'objet de conflits depuis des années, notamment en raison de divergences sur le tracé. En 1969, des troupes chinoises et soviétiques s'affrontent sur l'Ussuri. En Chine, on redoute de plus en plus que l'Union soviétique utilise l'arme nucléaire pour attaquer le nord du pays. C'est dans ce contexte que les dirigeants chinois opèrent une série de revirements de pensée. La phase radicale de la révolution culturelle est close. Pékin et d'autres grandes villes s'équipent d'abris anti-aériens. Les Chinois considèrent qu'une frappe nucléaire est une menace bien réelle, au point que Mao se demande ce que Lin Piao, le ministre de la Défense et son successeur désigné, pensent de la question. Lin Piao a été officiellement désigné comme successeur de Mao lors d'un congrès du parti. Lin Piao s'imposait comme successeur de Mao. C'est lui qui, en tant que chef de l'armée, ministre de la Défense, avait soutenu Mao. Mao voit en lui son plus proche fidèle, jusqu'à ce qu'un événement durant le conflit avec l'Union soviétique change la donne. Lin Piao ordonne une mobilisation générale de l'armée chinoise et le hasard veut que Mao la prenne trop tard. Évidemment, il est terrifié à l'idée que l'armée puisse intervenir sans qu'il ait son mot à dire. Tandis que Mao négocie par la voie diplomatique avec l'Union soviétique et évite in extremis un conflit nucléaire, ses relations avec Lin Piao se détériorent. Il le soupçonne de préparer un coup d'État. C'est un épisode un peu flou, mais si l'on en croit les rapports les plus fiables, Lin Piao se rend compte qu'il allait être le prochain sur la liste noire de Mao. Il cède à la panique et s'envole vers l'Union soviétique. Mais son avion s'écrase en Mongolie. C'est une des grandes énigmes de l'ère Mao. Panne de carburant ou attentat prémédité? Les circonstances exactes de l'accident n'ont jamais été élucidées. Pour Mao, la fuite et donc la trahison de Lin Piao sont une déchirure. Il avait été son meilleur disciple et du jour au lendemain, il devient le pire des traîtres. C'est après cet incident que Mao, à en croire son médecin, sombre dans la dépression et que sa santé se détériore. Mao est victime d'une première attaque cérébrale. Mais il y a aussi matière à se réjouir. La politique étrangère de Mao a porté ses fruits. En 1971, l'ONU reconnaît la République populaire de Chine grâce aux voix des pays africains et de certains pays occidentaux. C'est la victoire diplomatique de Mao contre Chiang Kai-shek. La Chine récupère le siège permanent occupé par Taïwan au Conseil de sécurité de l'ONU.
En même temps, Mao réfléchit aux moyens de contrer son adversaire, l'Union soviétique, sur l'échiquier politique. Il commence à se montrer pragmatique et à privilégier le réalisme politique en se disant que si l'ennemi de son ennemi n'est pas son ami, il peut au moins devenir son partenaire. Mao va donc envoyer des signaux aux États-Unis en vue d'un rapprochement. Les championnats du monde de tennis de table au Japon vont servir ses desseins. Glenn Cowan, un pongiste américain, rate la navette de son équipe et monte spontanément dans celle des Chinois. Il est accueilli à bras ouverts par un certain Zhuan Zetung. Les photos de leur rencontre font le tour du monde et inaugurent l'ère de la diplomatie du ping-pong. Inviter le joueur américain en Chine, c'était appliquer une forme de diplomatie par le sport. L'équipe américaine accepte l'invitation et fait une tournée dans le pays communiste. C'est la première visite officielle de citoyens américains depuis la création de la République populaire de Chine. Mais la preuve du grand sens politique de Mao reste à venir. Le président américain, Richard Nixon, ayant accepté d'effectuer une visite d'État en Chine, Mao se retrouve dans l'embarras. Sur plusieurs photos de lui accueillant des dignitaires étrangers, on le voit incapable de tenir sa tête droite. Pas question de montrer ses faiblesses devant le chef d'État américain. Mao s'entraîne durant une semaine à s'asseoir et à se lever correctement. En février 1972, Richard Nixon et son ministre des Affaires étrangères, Henry Kissinger, s'envolent vers Pékin. Mao donne le change à merveille. Personne ne voit le respirateur et les bouteilles d'oxygène cachées derrière le fauteuil. Les images de cette rencontre historique sont diffusées dans le monde entier. La rencontre avec Mao a marqué un tournant dans l'histoire. Je dois reconnaître qu'il avait une certaine aura. J'étais nerveux, mais lui enchaînait les plaisanteries, ce qui m'a étonné. On aurait dit trois bons amis en train de discuter tranquillement de l'avenir de leur pays. La visite de Nixon met fin à la guerre froide sino-américaine. Washington devient un partenaire stratégique et Mao, un personnage plus fréquentable. Le début des années 70 ressemble à une lune de miel. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier font désormais le voyage en Chine pour rencontrer Mao. En réalisant son portrait pop, Andy Warhol lui offre ce qu'il ne pourrait jamais obtenir dans la vie réelle, une forme d'immortalité. Tous les dictateurs n'ont qu'une crainte, c'est justement d'envisager leur fin et la fin de leur pouvoir. Et ils ne peuvent mourir qu'au pouvoir. Nommer un successeur a toujours été le talon d'Achille des dirigeants communistes. Mao ne fait pas exception à la règle. Au milieu des années 70, Mao est à bout de force, affaibli par la maladie de Charcot et les attaques cérébrales. L'ancien nageur aguerri, vainqueur du Yangtze, est contraint de rester alité. Mao meurt le 9 septembre 1976. Aussitôt après, une guerre du pouvoir éclate. C'est Deng Xiaoping, désavoué par Mao durant la révolution culturelle, qui finalement lui succède. On a rédigé ce qu'on appelle la deuxième résolution sur l'histoire du parti, qui décrit Mao comme un très grand dirigeant politique, sans pour autant occulter ses erreurs. Mais cette résolution met surtout l'accent sur tout ce qu'il a accompli pour le bien du peuple et du Parti communiste, et qui ne pourra jamais être effacé. C'était le verdict du Parti communiste chinois. 70% de bons, 30% de mauvais. En résumé, le président Mao a en grande partie fait du bon travail.
Il n'y a pas eu de débat public et c'est dommage. Le règne de Mao a duré 27 ans. Son rêve d'une Chine forte est devenu réalité. Mais le prix à payer a été exorbitant. Des dizaines de millions de morts, d'immenses souffrances et un peuple profondément traumatisé. En chinois, il existe un mot spécial pour dire « ne pas revenir de sa frayeur ». Il exprime combien les gens ont eu peur après la révolution culturelle. Cette expression a surgi à partir de ce moment. C'est un genre, comment dire, de peur qui perdure. Les crimes de la révolution culturelle ont été passés sous silence pour la bonne et simple raison que ceux qui sont responsables de ce désastre étaient au pouvoir et le sont encore aujourd'hui. Pour préserver son autorité, l'appareil du parti sous Xi Jinping a gardé intacte l'image du héros fondateur de la République populaire de Chine qu'a été Mao. Le président Mao était plus qu'un simple monstre. C'était plus complexe. C'était aussi la faute du système. C'est lui qui a engendré un monstre et a été incapable de l'arrêter. L'ombre de Mao s'étend jusqu'au présent. Son héritage a laissé une empreinte dans la Chine actuelle et se perpétue à travers la politique de Xi Jinping. Pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut en sonder les origines dans l'ère de Mao.